n'en croiriez pas vos yeux, quoi. Ben voilà, bon, mais je veux dire, les torpilles MHD, Doré a déjà fait un film, on voit comment ça aspire la flotte, c'est très marrant, quoi. Donc, on va faire des expériences là-dessus, quoi. Donc, Alors, on nous demande, il y a une question aussi, ça c'est libre penseur, en synthétisant de l'antimatière, peut-on posséder une énergie illimitée avec en synthétisant de l'antimatière? ah oui, mais il faut de l'énergie pour synthétiser une antimatière, ça coûte cher. Disons que c'est pas qu'on possède une énergie illimitée, c'est qu'on peut stocker des quantités d'énergie considérables dans des très petits volumes, quoi. Je veux dire, le jour où on saura fabriquer en quantité de l'antimatière et la stocker, on pourra faire décoller de la fusée Apollo avec un morceau de sucre, au point de vue masse. Vous voyez. Ah ouais, d'accord. Ouais, Voilà. d'accord. Ah ouais, ouais, voilà, il a posé plusieurs fois sa question, voilà, en pratiquant la version des charges, voilà. Mm. On nous dit, Jean Grelet prétend que les Japonais connaissaient déjà la MHD en 1905, mais sur l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais moi, je réponds que la MHD, elle était connue du temps de Faraday. C'est lui qui l'a inventée. Faraday, ça doit être à 1760 ou un truc comme ça. Faraday a tout de suite étudié l'action sur les fluides d'aimants et d'électrodes. Alors, je veux dire, quand Grollet parle de ça, il y a un certain souhait de dévaloriser ce que j'ai fait. C'est du genre, mais Jean-Pierre Petit n'a pas inventé la MHD. Mais bien sûr, c'est Faraday qui l'a fait. Bon, j'ai quand même fait pas mal de travail là-dessus. Donc, c'est une phrase, les Japonais avaient déjà fait ci. Les Japonais, ils ont fait une chose, je crois que c'est dans les années 80, ils ont fait naviguer un appareil qui s'appelait le Yamato 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était effectivement une espèce de bazar avec des tuyères, puis ça aspirait l'eau. Ils arrivaient à 8 nœuds, c'est-à-dire, je ne sais pas, 15 km/h, quoi. Bon, il y avait beaucoup d'argent et puis on voulait s'amuser avec ça. Mais la MHD, ça a un intérêt important pour les sous-marins. Et les Russes l'ont utilisé, et c'est le thème du film Octobre Rouge. Hein. Parce Oui, qu'effectivement, à quoi ça peut servir la MHD? Ben, vous avez un réacteur nucléaire, ce réacteur nucléaire peut vous produire de l'électricité. Ça, quand même, c'est facile. Bon. Ensuite, cette électricité, elle peut alimenter des bobinages. Et puis, comme il y a de l'eau, on peut les refroidir. Donc, on peut faire de la MHD. Et à ce moment-là, ben, l'intérêt, c'est que c'est silencieux. Il n'y a pas de bruit de pale. Donc, un sous-marin, tout d'un coup, il est quelque part, il arrête son moteur à hélice et il met ses propulseurs MHD et il se déplace avec un niveau de bruit absolument zéro, quoi. Donc c'est stratégiquement très important. ouais, d'accord. Alors, on nous demande aussi, est-ce que vous connaissez le projet ARP? Bien sûr, bien sûr. Non, parce que ça, c'est. Voilà, vous pouvez quand même nous en dire un mot, parce que concrètement, pour comprendre, je dirais, nous, d'un point de vue d'un profane, c'est un espèce de four à micro-ondes géant qui a une application militaire en pouvant déclencher, on va dire, des événements climatologiques comme un tremblement de terre ou peut-être même une tornade ou quelque chose comme ça, quoi. Alors d'abord, il y a une chose, si vous voulez, c'est que la première finalité de HARP, c'était la communication avec les sous-marins en plongée. Pourquoi? Parce que quand un sous-marin est sous la mer, eh bien, sous la mer, les ondes électromagnétiques ne se propagent que si elles ont des longueurs d'onde très grandes, si elles ont des fréquences très basses. Vous imaginez des longueurs d'onde, des fréquences qui soient de quelques hertz et tout ça. Donc, pour faire ça, eh bien, il faut des antennes gigantesques. Et il y a une époque où il y avait des antennes qui faisaient, je sais pas, 500 mètres de long, qui étaient sur le plateau de Valençol, et c'était une zone militaire, et c'était pour émettre des ondes qui étaient captées par les sous-marins. Bon. Alors, il y a ça, et puis, à ce moment-là, avec ARP, on a trouvé une solution. On s'est dit, on va émettre 25 mégawatts de puissance micro-ondes, et avec ça, eh bien, on peut ioniser l'air à 80 km d'altitude. Puis à ce moment-là, on fait une carotte de gaz ionisé qui fait, je sais pas moi, 20 km de large, quoi. C'est formidable, on arrive à ioniser un paquet. Et à ce moment-là, eh bien, si on fait pulser cette ionisation en modulant la puissance, eh bien, on a une antenne électromagnétique qui peut, à ce moment-là, émettre des ondes électromagnétiques à très basse fréquence, et en plus, elle est gigantesque. Donc, ça correspond exactement aux besoins. Donc, à ce moment-là, fonction de HARP, communication à distance avec des sous-marins. Ensuite, il y a une chose, c'est que quand on envoie ces ondes électromagnétiques, en plus, si elles sont produites à 120 km d'altitude dans l'ionosphère, à ce moment-là, ça permet de gagner sur la courbure terrestre. Hein.
tout le monde n'a pas la chance d'avoir une antenne si haut placée. Donc je ne sais pas quelle est la portée que peut avoir une antenne qui est placée à 120 km d'altitude, peut-être, mettons qu'elle fasse des milliers de kilomètres. Mais maintenant, est-ce que je ne pourrais pas, à partir de là, envoyer ces ondes beaucoup plus loin? Bien, si, à ce moment-là, il suffit de créer un miroir à micro-ondes. Et ce miroir à micro-ondes, on va le créer avec deux pinceaux de micro-ondes qu'on va croiser, qui ont des fréquences N1 et N2, telles que la différence soit optimum pour ioniser à cet endroit-là. Et à ce moment-là, on va se servir de ça pour faire un objet 3D, exactement comme avec un balayage de téléviseur. C'est-à-dire que quand vous avez un balayage de téléviseur, vous faites une image, vous la faites parce que vous avez quelque chose qui va très vite. Et là, c'est pareil. On va créer ce miroir qui sera peut-être, je sais pas, 30 cm d'épaisseur, et on ionise, et en plus, on donne à ça une forme concave. Donc à ce moment-là, on a un réflecteur de micro-ondes. Et avec ce système-là, et avec, par exemple, des navires qui sont en train de naviguer à tel endroit, et qui fabriquent un réflecteur de micro-ondes, à ce moment-là, on peut utiliser la source initiale, comme HARP, et diriger le pinceau à beaucoup plus grande distance. Alors ensuite, est-ce qu'avec ça, on peut créer des phénomènes climatiques? Oui. Ça, c'est sûr, c'est une question brûlante, et je crois que la réponse est positive. Parce que la guerre moderne, l'idéal, c'est de pouvoir attaquer un pays, un adversaire, en lui faisant croire qu'il est attaqué par un phénomène naturel. Hein. C'est fabuleux. Par exemple, je provoque un tsunami, je fais 100 000 morts chez vous, et vous voulez que je recommence la semaine prochaine? Allez donc prouver que c'est moi. Formidable, quoi. Donc, il y a comme ça il y a toute une espèce de stratégie de conception d'armes très perverse. Les armes, c'est toujours pervers, de toute façon, mais je veux dire, que ce soit bactériologique, que ce soit génétique, que ce soit des ondes, que ce soit sismique. Alors, moi, j'étais un des premiers à évoquer le fonctionnement des armes sismiques. Et j'ai découvert ça dans les années 80 quand j'étais allé à un colloque de MHD à Chicago, je crois. Et à ce moment-là, j'avais discuté avec des Russes. Et ces Russes m'ont parlé du générateur je ne sais plus comment il s'appelait, Pavlovski, générateur de Pavlovski. Et maintenant, quand on va sur Internet, on a même des vidéos qui représentent ça. On voit une espèce d'énorme camion. Puis à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc qui est un énorme camembert qui doit faire, je ne sais pas, 6 mètres de diamètre. Et ce camembert, il est barré par une tuyère. Et cette tuyère, elle crache du gaz fortement enrichi en césium. Il y a un début de champ magnétique, mais comme le courant passe dans le bobinage, c'est auto-induit. Donc à ce moment-là, on a un générateur MHD d'une puissance phénoménale qui doit faire quelque chose comme 25 mégawatts. Et on utilise ça pour envoyer ce courant dans une nappe phréatique. Donc à ce moment-là, vous mettez un endroit où il y a, par exemple, une tension considérable dans une faille transformante. Vous savez, les séismes, ça se produit, boum, il y a des séismes qui se produisent parce que clac, il y a un endroit où ça glisse comme ça, comme la faille de Sant Andreas. Donc à ce moment-là, en dessous, s'il y a une nappe phréatique, on peut très bien vaporiser l'eau, et de l'eau à l'état de vapeur, ça fait un vérin formidable. Donc il suffit de servir de déclencheur et clac, on déclenche le séisme. Donc si vous voulez, l'arme sismique, l'objet lui-même, je dirais qu'il y a autant de différences entre les effets produits et la cause initiale qu'entre l'énergie que vous obtenez avec une balle de revolver et l'énergie que vous mettez appuyée sur la détente. Vous appuyez sur la détente. Donc ça, c'est pour les armes sismiques. Pour les armes météorologiques, mais ça existe depuis longtemps, je veux dire que les Américains ont exploité ça énormément au moment de la guerre du Vietnam, simplement avec de l'ouverture d'argent. Et il y a, je me rappelle d'une vidéo, j'ai même fait un dossier là-dessus, où il y a un type qui dit, quand on connaît bien la météo, il suffit de faire ceci à tel endroit, faire ceci à tel endroit, on déséquilibre l'atmosphère, et après, boum, ça... Alors, est-ce qu'on peut faire ça avec des ondes électromagnétiques? Là, il faut toujours se méfier face à des questions comme ça en disant, moi je pense que non. Hein. Bon, il y a une chose, c'est que ces sources comme HARP et compagnie, c'est pas des puissances énormes, mais ça peut durer très longtemps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un phénomène et on le produit au bout d'une semaine, quoi. Hein.
C'est comme, je sais pas moi, de chauffer un récipient, vous pouvez le faire avec une torche ou à ce moment-là avec une bougie, mais vous mettez 1 heure, quoi. Et là, c'est l'accumulation d'énergie qui peut donner des résultats. Mais de toute manière, toutes ces hautes technologies, je veux dire, il y a une chose en tout cas, c'est que avec le doré, on fait de la MHD, et il y a des gens qui disent, mais pourquoi vous ne contactez pas les militaires? Mais je préférerais crever que de travailler avec des gens comme ça. Ça, je trouve que, vous savez, j'en sais un bout là-dessus. Je Ouais. trouve que les militaires ont fait tellement d'horreurs, ça suffit, quoi. Faut pas en rajouter. Et on nous demande, est-ce qu'il y a une possibilité de créer des images à partir de HARP avec les ondes? Est-ce qu'on pourrait créer des hologrammes, par exemple? Voilà, des hologrammes, ben, oui, ARP, c'est un bien grand mot, avec des micro-ondes. Avec des micro-ondes, ouais, ouais. Par exemple, il y a une chose qu'on peut très bien faire, et à mon avis qu'on fait. Et ça, c'est, vous avez, dans le sujet OVNI, vous avez un des informateurs qui est le docteur Greer. Hein, vous avez entendu parler de lui. Hein. Alors, docteur Greer, pourquoi je dis que c'est un des informateurs? Puisque il y a, je crois que c'est il y a 20 ans, ou quelque chose comme ça, ou je me rappelle plus, c'était en 2000, quand il a sorti son manifeste Disclosure. Disclosure, ça veut dire révélation. Hein, Révélation, ouais. Bon. Moi, j'ai écrit à Greer et je revenais de Brighton. Et je lui ai dit, je suis revenu avec des informations intéressantes sur les black programmes américains. Est-ce que vous les voulez? Ça ne l'intéressait pas. J'ai même fait en sorte qu'il puisse les télécharger à partir de mon site. Il y a quelqu'un qui a téléchargé, mais il n'a pas donné suite. Donc je veux dire que c'est un bonhomme qui est une sorte de marionnette et on le manipule. Alors, il y a un film qui est sorti, comment il s'appelle? C'est Sirius, son film, un truc comme ça. Alors, on voit Greer et là, il donne dans une espèce de technique. Il fait de la méditation, il est là, il y a comme un gourou avec les gens autour, et ils attendent pour faire apparaître un ovni. Alors quelquefois ça marche, oui, quelquefois ça marche. Vous mettez 2 mecs de l'Air Force ou de l'armée avec des pinceaux de micro-ondes, tout ça piloté par ordinateur, et vous faites une petite boule de plasma qui est située à 60 km d'altitude et qui se promène. Et à ce moment-là, vous faites faire n'importe quoi. Alors les gens sont complètement hystériques, que c'est magnifique. Et en plus, il est possible que Greer soit même pas au courant. Il est possible qu'il croit réellement qu'il a des pouvoirs. Enfin, tout ça pour dire que faire apparaître une boule de plasma qui se balade et qui fasse des virages en endroit, ça, c'est sûr qu'on sait le faire. Hein. Ah oui, alors on nous parle aussi, on nous dit, est-ce que c'est possible alors à ce moment-là que le tsunami de 2004 en Indonésie, ça aurait pu être une attaque à ce moment-là de HARP, parce qu'il y a une possibilité. Pas forcément de l'art, mais je veux dire que ce système de création de séisme, ça peut être mis sur un sous-marin. Hein. Ah, d'accord, ouais, ouais. Il y a des régions sensibles. Vous comprenez le système, c'est-à-dire que vous avez une région, le sol, et puis à une certaine profondeur sous la surface du sol ou sous le fond marin, vous avez quelque chose qui est plus conducteur d'électricité. Hein. Et à ce moment-là, bah, vous envoyez de la sauce et vous chauffez. Et à ce moment-là, vous faites bouger ça. Bon, bah, on peut très bien imaginer qu'on puisse le faire. Ou alors, avec une petite bombe atomique de faible puissance, personne ne verrait la différence. Hein. Il suffit de déclencher, quoi, c'est tout. Alors, ça, vous savez, il y a quelque chose qui m'a intrigué pour l'histoire du séisme de Sumatra, là, Ouais. c'est que ce séisme a créé des perturbations inimaginables. Ça a fait des morts aux Indes. Ça a même touché la côte est de l'Afrique. Hein. Mais il y a un endroit qui est resté complètement protégé. C'est Diego Garcia, là où il y a la base des B2. Et pourquoi est-ce que ça a été protégé? Diego Garcia est une île qui est très basse sur l'eau. Il n'y a pas d'altitude. Hein. Il y a quelques dizaines de mètres. C'est pas grand-chose. Oui, ça doit être ça. Eh bien, seulement, il y a une chose, c'est que la falaise devant Diego Garcia est très importante. Et vous savez que pour qu'un tsunami ait de l'effet, il faut que la mer, la surface du fond marin monte doucement. Et c'est cette montée très douce qui fait que la vague se renforce. Parce que quand vous avez le tsunami qui se balade à 300 km des côtes, mais c'est une vague d'1 mètre de hauteur, c'est tout. Et après, ça se transforme en truc de 15 mètres. Quand ça se rapproche et que le fond marin est plus faible. Et là, ma foi, à Diego Garcia, les gens ont vu monter l'eau de 10 cm et descendre de 10 cm. Par contre, ailleurs, ça a été des désastres. Et on peut dire, si quelque chose devait être fait, si Diego Garcia avait été un atoll avec un fond marin très doux, les avions auraient été pétés. Hein. Et là, ça a été le seul endroit protégé. Bon, simple remarque. Ah bah voilà, bah, on est content aussi d'apprendre ça, parce que ça, je connaissais pas cette information. On vous voit plus encore, il faudrait juste se reconnecter. Vous avez été déconnecté. Faut que j'appuie le bouton. Moi, attends, faut repomper. Là.
Voilà, ça marche. Alors, on nous demande aussi sur le chat, Liberty qui demande est-ce que vous connaissez le projet Montauk? Non, je ne connais pas. D'accord, bon, c'est un projet pareil aussi de gens qui font on va dire, allez, qui se transportent dans d'autres univers. Enfin, c'est un peu compliqué. On nous parle aussi, est-ce qu'il y a un harpe russe? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Oui, les Russes, parce que les Russes aussi, ils ont un équipement, donc voilà, ils ont cette technologie MHD certainement pour les avions et pour les torpilles aussi. Mais regardez un peu les avions russes, hein. C'est des sacrés trucs. D'ailleurs, c'est eux qui ont les premiers utilisé la poussée vectorisée. Vous vous rappelez de cette histoire? Ouais. Cet avion qui faisait la figure du cobra comme ça, simplement parce que la tuyère était articulée, quoi. Et maintenant, différentes techniques. Je ne sais pas si les Français ont ça, parce que c'est quand même aussi compliqué à faire. Mais ce sont des ingénieurs de première bourre. Vous savez, il y a un truc marrant, c'est que un jour, je rencontre un ingénieur militaire qui était spécialiste en bombes d'hydrogène, vous voyez, un type comme dirait Coluche, normal, quoi. Hein. Et il arrive à Omsk, en Sibérie, et il rencontre des Russes, et les Russes disent « Vous êtes français? Oui, oui. Vous connaissez Jean-Pierre Petit? Ah non, je ne connais pas. Jean-Pierre Petit, annihilation, instabilité de Vélicoff dans une chambre de bonne. » Les Russes me connaissent, il n'y a pas de problème. Ben, je ne sais pas, mais le prochain congrès, si jamais c'est en Russie, on ira. L'Amérique, je suis moins tenté, moi, ça ne me plaît pas trop. Puis c'est peut-être dangereux aussi. Alors, il y a une question depuis tout à l'heure qui revient, bon, c'est un peu plus... on nous dit, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le sujet Lune? Certaines personnes assurent que son poids ne correspond pas à son volume. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, que le poids de la Lune ne correspondrait pas à son volume, non? Non, j'ai pas entendu parler de ça. Non. Non. Non, simplement, ce que je peux vous dire sur la Lune, c'est que enfin, tout le monde maintenant en parle. C'est très important, la Lune, parce que maintenant, la théorie qui est, on pourrait dire, uniformément acceptée, c'est que c'est un éjecta. C'est-à-dire que la Terre a pris dans la poire un truc qui était quand même de la taille de Mars. Et c'est ça qui fait le noyau solide qui est à l'intérieur de la Terre, quoi. Et à ce moment-là, il y a eu un éjecta, et la Lune était une espèce de machin qui a été éjecté, qui tournait autour de la Terre, et les calculs sur ordinateur indiquent que ça devient sphérique assez rapidement. Et évidemment, au départ, la Lune était très près de la Terre. Et puis maintenant, ben, elle s'éloigne de la Terre, elle s'éloigne de 4 cm par an. Alors, la question, c'était pourquoi est-ce que la Lune s'éloigne? Ben, voilà, il y a un truc, c'est que imaginez que vous êtes dans un manège avec un cheval, et vous faites tourner le cheval comme ça. Et si vous avez envie que le cheval aille plus vite, ben, vous allez tirer votre corde un peu en avant, vous allez l'inciter à accélérer, sinon c'est l'inverse. Bon. Et bien là, la Lune, elle tourne autour de la Terre, et elle fait un effet de marée. Et en faisant cet effet de marée, ça, vous ne le savez peut-être pas, mais la surface de la Terre se soulève et descend tous les jours de 50 cm, juste comme ça, entre 50 cm et 1 mètre. Donc la Terre est un matériau élastique, il y a une marée terrestre qui n'a rien à voir avec la montée de l'eau, quoi. Ah ouais. Et comme la Terre tourne plus vite que la Lune, elle fait un tour en 24 heures, alors que la Lune, c'est, je pense, 28 jours. Donc à ce moment-là, la bosse est en avance, hein, et à ce moment-là, ça tire la Lune, donc ça l'accélère. Et comme ça l'accélère, elle s'éloigne. Voilà. Et là, c'est un satellite qui s'éloigne du corps autour duquel il orbite, alors que vous avez l'inverse avec Phobos. Phobos tourne plus vite que ne tourne Mars, ce qui fait qu'il va finir par tomber sur Mars. Il se ralentit. Alors quand, j'en sais rien, mais imaginez la chute de Phobos sur Mars, ça va être pas mal, quoi. Ouais. Ça, on attend, mais bon, ça nous fera assez peur. Alors, est-ce que aussi, oui, au niveau on nous demande aussi les sous-marins supersoniques, puisque c'est possible avec les torpilles, mais est-ce que c'est possible avec les sous-marins de dépasser le supersonique? Bah, dépasser le supersonique, moi j'ai pas dit qu'on dépassait le supersonique, parce que je ne sais pas si la vitesse du son, c'est pas quelque chose comme 3500 km à l'heure dans l'eau. Hein. Simplement, ce que je sais, c'est que quand j'étais à Brighton, j'ai rencontré un bonhomme qui travaillait chez Carlyle dans un truc qui est très lié à l'armée. Et quand il m'a vu, il m'a dit vous êtes Jean-Pierre Petit? Je dis oui, je crois. Et il m'a dit la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est en 76, quand on m'a donné vos notes compte rendu de l'Académie des sciences sur les soucoupes MHD analysées. Vous vous rendez compte? Ouais. Donc j'ai été suivi par les services secrets américains depuis 76. Hein, et quelquefois je me dis que dans les
les laboratoires secrets américains, ils ont ma photo un peu comme Blériot avec la casquette à l'envers, quoi, comme un pionnier, quoi. Et effectivement, ce type-là était tout content de rencontrer vraiment un des pionniers de la MHD mondiale, quoi. Alors je discute avec lui, et puis au bout d'une demi-heure, je dis oh là, mais c'est curieux, vous êtes assez calé là. Comment ça se fait, puisque la MHD dans le monde entier, on a abandonné. Ah, il dit non, non, on n'a pas abandonné aux États-Unis. D'ailleurs, c'est même moi qui ai mis au point la torpille MHD américaine. Ah, torpille MHD américaine. Je dis comment ça marche? Bah, comme dans votre bande dessinée, la mur du silence. Ah, ah mais j'ai eu des moments comiques, je jure. Hein. Alors, effectivement, on se met à parler de ça, et moi, je dis au type, je me suis toujours demandé à quelle vitesse on pouvait aller avec un système comme ça. Parce que vous savez que l'eau, ça frotte beaucoup. Hein. Vous prenez une canne, vous faites des mouvements comme ça dans l'air, il n'y a rien, mais dans l'eau, c'est 1000 fois, la friction est 1000 fois plus forte. Donc une torpille à hélice, au-dessus de 100 km/h, c'est très difficile, on n'arrive pas à aller plus vite. Donc la MHD, ça permet d'aspirer l'eau qui est autour. Donc à ce moment-là, la question c'est à quelle vitesse on pourrait aller. Donc moi je me disais peut-être qu'on peut atteindre 500 km/h. Alors moi j'ai annoncé ces chiffres-là et le type, il a eu un soupir en disant « Oh much more ?» Beaucoup plus. Je dis « Ah bon ?» Il dit « Quand on a fait les premiers essais en 80, on a tenu 2000 km/h sous l'eau. » Waouh, hein, voilà. Donc, voilà. Et alors effectivement, ce qui est assez marrant, c'est que dans ces torpilles, le générateur, c'est la tuyère. C'est-à-dire qu'on a une tuyère avec un générateur à auto-induction, avec des électrodes et tout ça. Et si vous allez voir un concepteur de tuyère, vous lui dites je voudrais une tuyère avec des électrodes pour faire du courant électrique et tout ça, et en plus il faut que ce soit à très forte température, il faut que ça sorte à 3000 degrés, et en plus il y a du césium. Le type dit mais votre tuyère elle va pas durer plus de 3 ou 4 secondes. Oh mais c'est largement suffisant, j'en demande pas plus, parce que la vitesse à laquelle ça va avec une durée de vie de 4 secondes, il n'y a pas de problème, quoi, c'est tout. Donc on a un truc qui crache un courant pas possible, et parfois qui va à des vitesses très importantes. Et ça, j'ai appris ça en 2000, c'est quand même il y a 14 ans, quoi. Et pour tout vous dire, par exemple, maintenant, le premier imbécile venu sait comment fonctionne la torpille Shkval russe. Hein. C'est marrant parce que quand Carré a fait son film sur le Koursk, il m'a invité à Paris pour parler un petit peu avec moi. Moi, je voulais bien être le conseiller dans son film, et effectivement, dans le générique, je suis mentionné. Mais il ne m'a pas du tout exploité à ma juste valeur. Moi, je lui avais dit, emmenez-moi en Russie comme aide photographe, par exemple. Je sais pas, vous voyez, on m'aurait banalisé en me filant un micro au bout d'une perche, et j'aurais écouté les gens parler, peut-être j'aurais appris des trucs, quoi. Donc, il est allé là-bas, il n'a pas vu grand-chose, il n'a pas compris grand-chose, et en particulier un jour, il y a ce secrétaire qui me téléphone, il me dit Monsieur Petit, on va aller en Angleterre pour interviewer des Anglais, alors on voudrait savoir quelles questions il faut leur poser. Bah, je dis, écoutez, est-ce que le plus simple, ce serait pas que vous m'emmeniez en Angleterre? Ah non, on n'a pas de budget pour ça. Oui, ça c'est la France. Voilà, donc il est là en s'imaginant cette torpille Shkval extraordinaire, alors que c'est pas la Shkval, l'histoire du cours c'est autre chose. Et la Shkval, bah, maintenant on sait très bien comment ça marche. Vous avez une fusée à l'arrière, et puis vous en avez une à l'avant qui crache du gaz, et ce gaz, il enveloppe la fusée avec un nuage de vapeur, parce que ça vaporise l'eau de mer. Et ce qui est très rigolo, si vous l'avez vu sur les photos, ça se trouve dans mon site aussi, c'est à l'avant, il y a une espèce de machin comme ça qui pivote, qui est actionné par 2 tiges en inox et qui permettent de la piloter. Et la Shkval est très véloce et très agile, elle peut prendre des virages très rapides à cause de ce système-là. Et sur les côtés, il y a des tiges qui se relèvent et elle est filoguidée. Et un truc filoguidé, on ne peut pas brouiller ça avec la télécommande, c'est parfait, quoi. Et alors, le truc marrant que j'ai appris quand même déjà il y a plusieurs années, c'est que les Iraniens ont des chevals. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Même les Iraniens. même les Iraniens. Mais les Français, ils ont ça en projet. Hein. On n'est pas encore... Vous savez, c'est marrant parce que quand j'étais revenu en 2000 de ce truc-là, j'avais un copain qui allait à une manifestation à Paris qui s'appelait Euronaval. Et Euronaval, c'est une manip
où la France présente ses manifestations, ses produits militaires pour essayer de les vendre à n'importe qui, aux Arabes, aux Saoudiens, etc. Donc lui, il a interviewé un amiral là-dessus, sur les torpilles hypervéloces, et le type a eu cette réponse magnifique. Il a dit, vous savez, en matière de torpilles, la vitesse, ça n'est pas tout. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les Français ont un projet de destroyer furtif en bois à voile, armé avec des arbalètes. Comme ça, on peut s'approcher sur la pointe des pieds, personne ne vous voit. On est invisible au radar. Non, mais on est complètement dépassé, ça veut dire au niveau de l'équipement. Alors, si les Iraniens, ils possèdent même ce genre d'équipement que nous, on les a pas. Ben, on est dépassé, ça dépend. Il y a des trucs où on est dépassé, mais on a quand même fait de très beaux succès avec la guerre des Halloween, avec les exocètes, hein, rappelez-vous. Hein. Ah oui, oui. C'est que là, ça fait des cartons. Bah oui, alors il y a des marchands d'armes français qui vendent des trucs qui sont sympas, qui marchent bien, quoi, ils sont contents. Mais ça, franchement, vous savez, je me rappelle quand j'étais à Super Héros, on avait un prof, comment il s'appelait déjà, le baron Hugues de l'Étoile, c'était un baron comme ça. Et il nous faisait des cours sur les arts. Et à un moment, il nous a demandé, à titre d'examen, de calculer la trajectoire d'une bombe atomique lâchée par un avion. Alors à l'époque, on a envisagé ce qu'on appelle le bombardement stand-off, c'est-à-dire que l'avion commence par survoler la ville à grande vitesse, et après il fait une ressource. Et quand il est en train de faire sa ressource, il fait en fait ce qu'on appelle un Immelmann en pilotage. Là, il lâche sa bombe, il fout le camp. Alors la bombe tombe en parachute et l'avion s'éloigne. Et on est deux à avoir dit, nous, on n'a pas envie de faire un truc comme ça. Ouais. Ah bah, ça, c'est tout à votre honneur. Alors, une dernière question, justement, puisque là, on arrive à la fin de l'émission. Vous étiez directeur du CNRS. Qu'est-ce Non, qu'il pas reste? du CNRS. Directeur de recherche au CNRS. Je n'ai jamais dirigé le CNRS. Dieu m'en garde. Pardon, directeur de recherche au CNRS, mais justement, le CNRS, est-ce que c'est pas justement une institution qui a été très mise à mal? Aujourd'hui, la recherche française, elle a été, on sait on a enlevé les crédits, on a privatisé beaucoup de. On a l'impression qu'on cherche à faire une recherche à l'américaine, c'est-à-dire au service des multinationales. Ben, c'est tout à fait exact, et même c'est pas, ça date pas d'hier, ça date de l'époque où Hubert Curien avait dirigé le CNRS. Et à ce moment-là, on a dit à Hubert Curien, vous avez à l'intérieur du CNRS des gens brillants, il faudrait qu'ils quittent le CNRS et qu'ils viennent dans le privé. Alors à ce moment-là, ben, on a fait la chose suivante, c'est qu'on a rendu les carrières très difficiles au CNRS, mais personne n'est parti dans le privé. Donc, Curien a dit que c'était raté, quoi, c'est tout. Hein. Ben, moi, je suis tout à fait le prototype du gars qui aurait certainement fait merveille dans le privé. Je sais que Michel Alliot-Marie lisait beaucoup mon site. Hein. Je l'ai su de plusieurs sources et elle a dit, ah, s'il avait voulu travailler avec nous. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai, vous voyez, il y a un truc, c'est que Andrei Sakharov, c'était le père de la bombe à hydrogène russe. Hein. Et c'est également le père de la MHD russe. C'est assez marrant, il y a tout un parallèle là-dedans. Et puis en 67, il y a des gens qui l'ont convaincu d'abandonner ses recherches sur les armements, et il s'est tourné vers la cosmologie, hein, parce que là, les applications militaires, c'est pas évident, quoi. Donc, et après, il a dit simplement, il a fait ça aussi après avoir fait la pire des horreurs que tout le monde connaît maintenant, c'est la Tsar Bomba, c'est-à-dire la bombe à hydrogène la plus puissante qui ait jamais existé. Cette bombe, je ne sais pas si elle ne faisait pas 40 ou 60 mégatonnes. C'est une bombe de type fission, fusion, fission. C'est-à-dire qu'il y a une bombe à fission qui crée une bombe thermonucléaire et les neutrons de fusion sont utilisés pour transformer une coque en uranium-238 en plutonium qui fissionne à son tour. Donc en plus, c'est extrêmement sale. Et je veux dire, la puissance totale, si on n'avait pas remplacé ce uranium-238 par du plomb, c'était 100 mégatonnes. Et là, dans ses mémoires, Sakharov a dit, écoutez, j'arrête, parce que je veux bien participer à la défense de l'Union soviétique, mais détruire l'humanité, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas. Ouais. Donc oui, ça peut aller loin, quoi. C'est ça, les recherches, il y a quand même. Ouais, il y a quand même une question de conviction, quoi. C'est-à-dire que finalement, vous avez un savoir énorme qui peut aussi bien servir le bien de l'humanité que la détruire, quoi. Moi, je suis un secret militaire ambulant, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Eh ben, écoutez, Jean-Pierre Petit, merci beaucoup vraiment d'être venu sur la libre antenne.
Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient que vous reveniez pour parler des ovnis, etc., D'accord, des d'accord. extraterrestres. Donc franchement, ce serait bien si vous acceptiez une émission spéciale, qu'on en refasse une, parce que ils ont tous, il y a eu des tonnes de questions là-dessus. Mais les gens, vous savez, ici, sont très ouverts d'esprit, hein. Ils veulent vraiment s'informer, savoir, avoir d'autres informations. On nous parle du GEPAN, tout ça. Enfin, Simplement, vous voyez, il y a une chose, c'est que j'imagine que les émissions que vous faites comme ça, elles sont enregistrées, non? oui, 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 tout à fait. Et après, vous allez les mettre sur le net, hein. Oui. Alors, si c'est une émission sur les ovnis, que c'est enregistré, que c'est sur le net, ça va me compliquer encore plus l'existence. D'accord, on comprend bien. Vous voyez, alors je ne sais pas si je peux vous demander de ne pas enregistrer. Ben, là, je pourrais être beaucoup plus bavard. Ouais, mais c'est une télé, c'est-à-dire que même si nous on n'enregistre pas, d'autres vont le faire, donc il faut qu'on le fasse. Enfin, il y en a d'autres qui vont l'enregistrer, c'est bien. Parce que, Voilà, vous c'est ça. voulez actuellement, comment dire, me refaire une vertu sur ce plan, c'est impossible. Parce qu'il y a tellement de vidéos de moi là-dessus, c'est effrayant, quoi. Alors là, il faut vous dire une chose, c'est qu'en ce moment, je suis parti dans une bataille titanesque, le mot est pesé, hein, pour publier mes derniers travaux qui sont vachement intéressants. Et ma foi, comment dire, je demande à faire des séminaires dans des places fortes françaises. Et si j'obtiens gain de cause, ce sera exactement comme si le diable allait donner un concert de musique de chambre à Saint-Pierre-de-Rome. C'est à peu près comme ça. C'est d'accord. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. Alors, c'est pas facile. Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas avoir l'air d'un petit saint parce que c'est raté, quoi, hein. Alors, je me dis simplement, si j'enregistre en plus, ça fait que... Je préfère vous parler des voyages interstellaires que des ovnis. Ce serait peut-être mieux. Parce que, D'accord. On va baser ça là-dessus. En tout cas, vous avez beaucoup de soutien sur MetaTV, beaucoup de métanautes. Voilà, vous remercient et vous soutiennent et s'intéressent à vos travaux. Et voilà, ils tiennent à vous le faire savoir. achetez-moi quelques bouquins, ça m'aidera. Bon, ben voilà, le message est passé en tout cas. Ben, merci beaucoup, Monsieur Petit, et vraiment au plaisir de vous revoir sur MetaTV, hein. Merci beaucoup, hein. Au revoir. Au revoir. Steph, c'est bon. Voilà la technique. Eh ben, merci à tous. Ça marche normalement. Je sais pas, on m'entend pas. Bon, c'est vous derrière l'écran. En tout cas, voilà, merci à tous. Voilà, beaucoup de messages de remerciements à Monsieur Petit. On lui fera parvenir. Je pense que c'était une soirée très intéressante. On le fera revenir sur le sujet, évidemment, les extraterrestres, les voyages interstellaires. Tout ça nous intéresse, nous aussi, fortement, et vous aussi, fortement. Donc, on va en reparler, puis on débriefe tout ça. Voilà, c'était intéressant. On m'avait tous dit, Monsieur Petit, en mode Duracell MHD et tout. On a eu une première partie là. Il a beaucoup parlé, il est très bavard et c'est très intéressant et on pourrait passer des heures et des heures et des heures à parler. Voilà, c'était une soirée en tout cas super ouverte, super intéressante. Donc voilà, nous on se rejoint demain, même heure, même endroit, comme d'habitude, la libre antenne, hein, donc 21h, minuit, pile. Vous voyez, aujourd'hui on était à l'heure d'une précision suisse, si j'ose dire. Ça a commencé à 21h, ça finit exactement à minuit. Voilà pour toutes les mauvaises langues qui disent qu'on est constamment en retard, hein. Alors voilà, dédicace évidemment, il y a Steph, il y a Mika dans la régie, et puis tous ceux sur le chat, Liberty, Youssouf le Croyant, Claude Ratinier, Alfred, Nas l'Indien, Ozzy, Nasra la Pendragon, Alasso, Mister Quenez, Olive Trestred, Vérité, Hugues Saint-Gilles, Libre Penseur, Yakov, Dessin d'Actu, Ninjard, Michel Edouard, Le Félin, etc., etc. Vous tous qui étaient là, bah, merci en tout cas de nous suivre, merci de nous soutenir, et on se rejoint bah, demain, même heure, même endroit. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous la régie.